Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet, un sujet qui enflamme souvent les discussions, la composition de l'équipe nationale de foot du Sénégal. C'est un thème passionnant et, source de débat, on le sait. Absolument. Bonjour. C'est un sujet qui passionne toujours autant les supporters, c'est sûr. Et pour alimenter un peu notre analyse, on a un document précis. C'est un extrait d'une discussion en ligne. Le titre, c'est « Débat, sélection du Sénégal » et « Mbaye Diagne ». Notre but, ça va être de décortiquer un peu les arguments qui sont présentés là-dedans, surtout sur la dernière liste du sélectionneur Pape Bouna Diaw. D'accord. Une discussion en ligne, donc potentiellement des avis à fait tranchés. Oui, c'est ça. Et le cœur du débat qui est soulevé dans ce texte, il est assez direct, faut le dire. Ça tourne autour d'une question simple. L'absence de Mbaye Dia, l'attaquant, est-ce qu'elle se justifie? Surtout, et c'est là le point, quand on la compare à la présence de Boulaye Dia. C'est une question, qui mérite qu'on s'y arrête. Allons-y. Oui, allons-y. Cette comparaison Diane et Dia, c'est souvent revenu, il me semble. Alors pour commencer, juste pour être clair sur le contexte, Pape Bouna Diaw, le sélectionneur, il a annoncé sa liste pour les 2 prochains matchs des Lions. Et sans surprise, comme souvent dans le foot. Ça a fait réagir. Exactement. Ça n'a pas manqué de faire réagir. Discussion qu'on a sous les yeux, il cristallise vraiment une interrogation bien spécifique. On pourrait même dire, une sorte de friction autour du sort de ces 2 attaquants, Mbaye Diagne, Boulaye Dia. L'auteur met vraiment en lumière ce qu'il voit comme une anomalie, ou en tout cas un choix difficile à piger. C'est exactement ça. L'auteur, il met en avant les performances de Mbaye Diagne cette saison. Le texte dit qu'il est en très belle forme. Très belle forme, oui. Et il appuie ça avec des chiffres, 12 buts marqués, une passe décisive en championnat. C'est présenté comme un argument statistique, massif. Une preuve quasi irréfutable pour l'auteur. On sent la conviction derrière. Oui. Et la façon dont ces stats sont utilisées, c'est très parlant. L'auteur s'en sert comme d'un levier, en fait, pour questionner directement la légitimité de la non-sélection de Diagne. 12 buts, c'est présenté comme un total considérable pour un attaquant. Presque un argument d'autorité. C'est ça. L'implication, elle est claire. Avec un bilan pareil, la logique voudrait qu'il retrouve la tanière, ce petit nom affectuaire pour l'équipe nationale, comme le précise le texte. Oui, la tanière, c'est vrai que ce mot, il est chargé d'affectif. Ça renforce l'idée d'appartenance, de mérite pour y être. Tout à fait. Et c'est là justement que l'argumentation bascule, vers la comparaison directe avec Boulaye Dia. Exactement. L'auteur note que Boulaye Dia, lui, il est bien dans la liste. Mais, et c'est là tout le nœud du problème selon ce point de vue, son rendement est jugé bien en deçà. Bien en deçà, voilà les mots. Le chiffre avancé pour Dia, c'est un seul but, toute compétition confondue. Donc la comparaison, elle est frontale. 12 buts d'un côté. Point 1 but de l'autre. Voilà, c'est direct. C'est saisissant comme juxtaposition 12 contre 1. C'est presque brutal comme manière de poser le débat. L'auteur, il ne cherche visiblement pas la nuance là. Il utilise l'arme statistique pour pointer ce qui lui semble être une incohérence majeure. C'est une technique rhétorique assez classique et souvent efficace dans les débats passionnés de supporters. On isole un critère unique, très visible là, le nombre de buts récents, et on l'applique de manière comparative. Ça construit un argument simple, facile à comprendre et qui interpelle directement. Oui, ça marque les esprits. Ça questionne implicitement, mais très fort, les critères qui ont présidé au choix du sélectionneur. En tout cas sur ces 2 joueurs et sous cet angle précis de la forme offensive immédiate. Donc si on suit la logique de l'auteur de ce message, pour lui, la conclusion, elle est évidente. Diagne, avec ses 12 buts, il aurait dû être appelé. Peut-être même à la place de Dia, qui n'en a qu'un. Est-ce que c'est aussi simple que ça, finalement? C'est clairement la conclusion vers laquelle l'argumentaire tend. La source pose la question, Mbaye Diagne mérite enfin sa chance dans la tanière. L'utilisation du mot « enfin », d'ailleurs, elle est intéressante. Ah oui, ce « enfin ». Ça suggère une forme d'impatience, peut-être le sentiment que Diagne a été injustement écarté avant, et que cette fois-ci, ses performances rendaient sa sélection juste, incontournable, Cette idée de mérite basée presque uniquement sur le nombre de buts récents. C'est un thème récurrent dans le foot, ça. Les buts, c'est la stat reine pour un attaquant, la plus facile à quantifier, à comparer. Tout à fait. C'est la monnaie la plus visible, si on veut. Et l'argumentaire qu'on a là dans notre source, il repose entièrement là-dessus. Il compare le rendement chiffré récent des 2 joueurs, point final. Ce qui est frappant aussi, c'est ce que cet argumentaire ne dit pas. Qu'est-ce qu'il oublie ou qu'est-ce qu'il ne mentionne pas? Il ne dit rien sur d'éventuels autres facteurs. Quel type de facteur pourrait entrer en jeu alors, au-delà de ces chiffres bruts de buts et que la source ignore, volontairement ou pas?
Eh bien, potentiellement une multitude de choses qu'un sélectionneur prend en compte, normalement. Par exemple, est-ce que le style de jeu de chaque joueur colle au système tactique que l'entraîneur veut mettre en place, leur complémentarité avec les autres, leur historique en sélection, leur expérience internationale? D'accord, oui. On peut penser aussi à l'état physique général, pas juste les buts, le niveau des championnats où il joue, ça peut compter aussi, ou même les besoins tactiques spécifiques par rapport aux adversaires qui arrivent. Ça fait beaucoup d'éléments potentiels qui ne sont absolument pas évoqués dans cet extrait. L'auteur a vraiment choisi un angle d'attaque très très précis, les stats de buts récentes. Précisément. Et c'est là qu'on voit la force et la faiblesse de ce type d'argument. La force, c'est sa simplicité, son impact. 12 buts contre 1, ça parle à tout le monde, c'est clair. Oui. La faiblesse, c'est que ça réduit potentiellement une décision complexe, multifactorielle, à un seul indicateur. C'est une vision un peu en tunnel, quoi, focalisée sur un aspect. Ça peut être très persuasif, mais ça ne reflète pas forcément toute la complexité du boulot d'un sélectionneur. C'est intéressant de le souligner ça. L'auteur fait un choix de cadrage délibéré. Il isole les stats offensives récentes. C'est percutant, oui, mais on comprend que ça puisse être une vision partielle de la réalité d'une sélection. Exactement. La forme du moment, c'est un critère important, bien sûr, surtout pour un buteur. Mais est-ce que c'est le seul critère? Rarement. Un sélectionneur, il doit composer une équipe, un groupe qui doit fonctionner collectivement. Il peut très bien préférer un joueur peut-être moins prolifique sur le papier, mais dont le profil, pressing, jeu en pivot, capacité à créer des espaces, correspondent mieux à ce qu'il cherche pour l'équilibre de l'équipe. Ou pour un match spécifique, oui. Ou même un joueur qui connaît déjà bien le groupe, les systèmes de jeu, la cohésion, c'est important aussi. Et il faut vraiment qu'on rappelle ici notre démarche. Notre objectif, c'est pas de donner raison à l'auteur du message, ni de défendre les choix du sélectionneur. Non, absolument pas. On prend pas parti pour Diagne ou Dia, on analyse juste la manière dont l'argument est construit dans la source qu'on a, cette perspective particulière basée sur cette comparaison statistique. Tout à fait. On décortique la structure de l'argumentation proposée dans ce débat en ligne. L'auteur utilise cette tension entre les performances chiffrées de deux joueurs pour soulever une question de mérite, de cohérence perçue. C'est une illustration très concrète finalement des discussions passionnées, parfois polarisées, que les listes de sélectionneurs peuvent susciter partout dans le monde. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment un petit extrait de discussion peut encapsuler une dynamique aussi courante dans le foot, cette tension entre la performance individuelle brute et les besoins supposés du collectif ou la vision du coach. Oui, et la source qu'on examine, elle penche très très clairement d'un côté de la balance, celui de la performance individuelle mesurée par les buts. L'argument, c'est les chiffres parlent. Le joueur le plus performant statistiquement devrait être sélectionné. Une logique de méritocratie statistique pure, en quelque sorte. Mais cette logique, si on la pousse à l'extrême, est-ce qu'elle pourrait pas avoir des effets pervers si on se basait que sur les buts marqués les dernières semaines? Est-ce que ça mènerait pas à des équipes nationales très instables, dont la composition changerait tout le temps au gré des coups de forme des uns et des autres? C'est une excellente question. Et ça touche au cœur du dilemme pour un sélectionneur, je pense. Il y a un équilibre à trouver entre récompenser la forme du moment, c'est important pour motiver les joueurs et pour l'efficacité immédiate, et puis maintenir une certaine continuité, une colonne vertébrale, une cohésion de groupe qui se construit sur la durée. Une sélection qui changerait radicalement à chaque fois, juste en fonction des derniers classements des buteurs, ce serait probablement très difficile à faire fonctionner collectivement, vous voyez. Donc, l'argument présenté dans la source, même s'il est puissant par sa simplicité statistique, il occulte un peu cette dimension de construction d'équipe sur le long terme. C'est une perspective compréhensible du point de vue d'un observateur, d'un supporter qui veut voir les joueurs les plus en forme. Mais elle ne prend pas en compte cette nécessité pour un sélectionneur de bâtir un projet de jeu cohérent, une dynamique de groupe stable. Et ces éléments-là, ils sont plus difficiles à mesurer avec des stats brutes. On comprend mieux la complexité qui peut se cacher derrière une simple liste de noms finalement. Cette discussion en ligne, en se focalisant sur Diagne et Dia, elle soulève en fait des questions bien plus larges sur les critères de sélection en général. Absolument. Ce cas spécifique devient une illustration d'un débat plus fondamental. Quel poids on donne à la forme statistique immédiate par rapport à d'autres considérations?
le profil tactique, l'expérience, l'intégration au collectif, l'historique en sélection, la source qu'on analyse donne une réponse très claire. La forme statistique récente devrait primer. Mais on peut imaginer que le sélectionneur, lui, a potentiellement pesé d'autres facteurs dans sa décision. C'est intéressant aussi de noter que la source, elle ne donne pas le contexte de ses buts. 12 buts en championnat, oui, mais lequel? Contre quelles équipes? En combien de matchs? Et le but unique de Dia, c'était où? En club? En sélection? Contre qui? L'argument statistique est présenté de manière brute, sans ces nuances qui pourraient peut-être affiner la comparaison. C'est un autre point important, oui, dans l'analyse de cet argumentaire. Les chiffres sont donnés de manière absolue, sans contexte qualitatif. Or, on sait bien qu'un but peut avoir plus de poids qu'un autre selon l'adversaire, l'enjeu du match, la manière dont il est marqué. Bien sûr. Et puis, le rôle d'un attaquant ne se résume pas toujours qu'au but. Il peut contribuer au jeu par ses déplacements, ses passes, son travail défensif même, des aspects que la statistique brute du nombre de buts ignore complètement. On voit bien comment cet extrait de débat, tout en étant très focalisé, ouvre la porte à une réflexion plus large. Sur la façon dont on évalue les joueurs, dont on débat des sélections, c'est un microcosme des passions du foot, en fait. C'est exactement ça. Il illustre parfaitement comment un fait précis, une liste de sélection, peut devenir le catalyseur d'opinions tranchées basées sur des critères spécifiques mis en avant au détriment d'autres. Et la puissance des statistiques simples dans ce type de discussion, elle est indéniable. Bon, pour résumer un peu notre exploration de ce document, on a vu qu'il met en évidence une tension forte autour de la sélection sénégalaise. Il oppose frontalement les stats de buts de Mbaye Diagne, non sélectionnés, malgré 12 réalisations, selon la source, à celle de Boulaye Dia, sélectionné avec un but. Le but de l'auteur, c'est clairement de questionner la logique de sélection en se basant quasi uniquement sur ce critère, l'efficacité offensive récente. Et cette focalisation quasi exclusive sur le nombre de buts récents, tel qu'on la voit dans ce débat, elle nous amène à une réflexion qui dépasse le cas sénégalais en fait. Elle interroge la hiérarchie des critères de sélection dans le foot de haut niveau. Quelle place on accorde à la forme statistique pure, mesurée ici par les buts, face à l'ensemble des autres paramètres, tactiques, collectifs, expérientiels, de profils qu'un sélectionneur doit normalement intégrer dans sa réflexion? C'est une question qui n'a sans doute pas de réponse unique et qui continuera d'alimenter les débats entre supporters, journalistes, techniciens. La source qu'on a analysée aujourd'hui, elle offre une perspective claire, celle du mérite basée sur les chiffres les plus récents, les plus visibles. En effet, elle nous rappelle à quel point le football est un terrain fertile pour les débats passionnés, où des logiques différentes peuvent s'affronter. La logique du joueur le plus en forme du moment contre celle du joueur le plus utile au projet collectif global. Cet extrait illustre bien la première de ces logiques. Voilà qui conclut notre analyse approfondie de cet extrait de discussion sur la sélection sénégalaise, une plongée qui, je l'espère, a permis de mettre en lumière non seulement l'argument principal présenté, mais aussi les questions plus larges qu'il soulève sur l'art complexe de la sélection en football. Merci de nous avoir écoutés.